Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, on va parler d'objets absolument exceptionnels, mais qui risquent de vous faire perdre un petit peu la tête. Avant ça, un mot sur le sponsor du jour, la maison autrichienne Holzkern. Ça fait déjà un an qu'Holzkern m'accompagne sur les vidéos, c'est aujourd'hui le partenaire le plus fiable et le plus régulier de la chaîne. Ils produisent des montres, des lunettes de soleil et des bijoux inspirés de la nature, en intégrant des éléments naturels comme le bois, la pierre, la nacre, des plumes aussi parfois. Et si la marque accompagne la chaîne depuis l'année dernière, leur production m'accompagne personnellement aussi depuis. Parce que non seulement leur montre naturaliste est toujours ma préférée, et je ne sors presque plus sans, mais en plus cet été j'ai pu constater que leurs lunettes de soleil étaient tout simplement les meilleures que j'ai eu la possibilité de porter de toute ma vie. Oui, rien que ça, oui. Alors autant vous dire bien sûr que je suis particulièrement ravi de continuer à travailler avec eux et vous proposer leur création dans les sponsors. En plus ils sont dans une vraie démarche de production respectueuse de l'environnement en s'assurant de la provenance de leurs matériaux, mais aussi en soutenant beaucoup d'organisations caritatives. Si vous ne vous êtes pas encore laissé tenter après un an de sponsor, c'est peut-être le moment de le faire. Et comme chaque objet est fait avec des matériaux naturels, même si vous achetez la même montre que moi, elle sera parfaitement unique. D'ailleurs pour cette sponsor, j'ai commandé le superbe modèle Relational en marbre et or rose que j'ai hâte de recevoir, et... oui, bon... Non mais je sais, c'est un peu le même modèle que ma montre préférée, mais en noir et or, ne me jugez pas, elle est vraiment très bien cette série. Comme toujours avec Holzkern, on vous a préparé un petit code promo. En suivant mon lien en description et avec le code ICARIUS15, vous avez 15% de réduction sur toute la boutique de montres, bijoux et lunettes de soleil, de quoi préparer Noël si vous êtes en avance, ou vous faire plaisir pour votre non-anniversaire. Merci encore à Holzkern de soutenir une nouvelle fois la chaîne, et sur ce direction les armes de justice du musée de l'armée, mais prenez garde, parce qu'il y a des têtes qui vont tomber. Bonjour Olivier. Bonjour Thibaut. Encore ici dans l'Arsenal, c'est toujours un plaisir. On se retrouve aujourd'hui autour d'une sélection qui sort un peu du domaine de la guerre, puisque tu nous as fait une sélection d'armes liées, d'objets, parce qu'il n'y a pas que des armes, qui sont liées un petit peu à la justice et à la pratique de la justice, plus ou moins... Oui, voilà. C'est des beaux objets. C'est des beaux objets. Ce sont des beaux objets, parce qu'effectivement, la justice, c'est une question d'autorité, et beaucoup d'objets, évidemment, que ce soit dans le domaine de la guerre ou dans le domaine de la chasse, on est l'expression d'une autorité ou du mode de vie d'une autorité qui doit aussi de rendre la justice à ses sujets. Et donc, l'exercice de la justice s'accompagne d'un certain nombre de pratiques, plus ou moins désagréables pour le justiciable, mais qui nécessitent des objets très spécifiques. Effectivement, on a un certain nombre d'objets très spécifiques. Ouais. On va commencer par le plus petit, parce que pourquoi pas. C'est celui-ci. Visiblement, c'est un casse-noix qui sert à casser 6 noix en même temps. C'est assez pratique. Oui, en plus, c'est une très jolie pièce avec un décor gravé magnifique, gravé sans doute par un grand graveur d'Augsbourg. Enfin voilà, on est dans des objets princiers, venant d'une grande collection princière de plus. Avec un système de vis, avec 2 écrous qui viennent effectivement serrer ce que l'on juge bon de mettre dedans. En fait, c'est ce qu'on appelle une poussette pour les pouces ou pour les doigts, et ça sert à écraser les doigts d'une personne que l'on voudrait interroger. Voilà, donc... Ça me permet d'essayer. Il faut en profiter, oui. Voilà, pas l'occasion souvent de ce genre d'expérience. Il faut serrer un peu plus fort. Oui, j'y vais doucement. Voilà. Et donc on peut effectivement mettre les 3 doigts de chaque main, et donc faire passer un moment désagréable à un justiciable à qui on cherche à faire avouer des délits quelconques. Je vais pas trop forcer, mais c'est déjà pas très agréable. Je tiens à le signaler. Voilà. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est très joliment gravé, c'est assez sympathique. Ah non, c'est un véritable plaisir. C'est un véritable plaisir sans cesse renouvelé, évidemment. Voilà. Et alors, est-ce que c'est le seul objet de ce type que le musée a? Alors, c'est le seul objet de ce type que le musée a. Il y a des objets, alors, on est dans le domaine de la torture, utilisons le mot, une torture raffinée, mais une torture quand même. Oui, c'est le seul objet de ce type que nous avons. Non, à vrai dire, quand on est dans un objet devant cette qualité-là, on pense plutôt à un objet de curiosité ou à un objet réalisé pour le cabinet d'un riche amateur fortuné qui souhaitait avoir des pièces, des pièces manifestant son droit judiciaire, disons, à son image. Mais bon, alors, je n'irai pas prétendre que cet objet n'a jamais servi, parce qu'il est vraiment configuré pour servir, et voilà. Mais c'est plus un objet, effectivement, de cabinet ou un objet de collection qu'un objet que l'on imagine dans la salle, disons, de la question d'un tribunal ordinaire. D'accord. Voilà. Parfait. C'est déjà un bel objet pour ça. C'est un très bel objet, très bel objet. Ouais.
Et c'était le plus petit de la sélection. Ouais. On va faire par taille. Parfaitement fonctionnel, hein, Ouais. en plus. Ouais. Je Ouais. pense que ça se joue à pas grand-chose, mais on va tout de suite passer sur quelque chose qui a l'air un peu moins subtil. Alors oui, alors là on est dans un autre domaine. Alors là on passe directement dans le domaine de l'exécution capitale. Il y a des tendances selon les États où l'on a... Alors en général, les exécutions sont évidemment modulées selon le statut du condamné. Donc un simple roturier va être pendu. Par contre, un noble a le privilège d'être décapité. La décapitation est considérée comme un mode d'exécution noble. Et en fonction des États, on choisit des instruments divers. En France, par exemple, on a toujours décapité à l'épée. D'accord. En Angleterre, en Allemagne, c'est plutôt la décapitation à la hache. Et donc là, nous avons un outil qui est assez ambigu parce que c'est une arme. Enfin, c'est une arme. C'est un objet qui ressemblerait à une hache de charpentier. Ces grandes haches qui servent à délarder, par exemple, les charpentes, les poutres, les douves des tonneaux, enfin ce genre de choses. Parce qu'il y a un côté complètement plat. Voilà, il y a un côté complètement plat, mais par contre, le tranchant a été retravaillé et on a manifestement inséré, rajouté une feuille d'acier du côté du tranchant de l'arme, de façon à lui donner certainement davantage de dureté. Et donc, ça peut être compatible avec une utilisation autre que simplement couper du bois. Simplement délarder du bois ou dégrossir du bois, disons. Donc, et effectivement, les haches à décapiter que l'on trouve dans les tribunaux européens ont souvent ce profil-là. Ah, très bien. Voilà, et qui était utilisé traditionnellement avec un billot, donc qui était une sorte de bille de bois sur lequel le condamné posait la tête, qui était entaillé de façon à pouvoir mettre vraiment le coup. Et donc le coup était serré entre le bois et évidemment le fer de la hache qui descendait sur la nuque du condamné. Voilà, ça fait froid dans le dos rien que d'y penser. Mais voilà, la décapitation à la hache se fait la nuque appuyée sur un support. D'accord. Voilà, c'est ce qu'a connu Charles Ier, roi d'Angleterre, Anne Boleyn, épouse d'Henri VIII, enfin tout un tas de grands personnages qui n'ont pas échappé au fatal instrument. Non, il y a quelque chose qui m'intrigue un petit peu, c'est ces deux masques qui sont là. Je vais essayer de ramener sans les faire tomber. Parce qu'ils sont un petit peu... Oui, ils sont sur leur présentoir. Exactement. Alors, à vrai dire, ce sont des objets un peu mystérieux. Et ça fait partie de tous ces objets nombreux, finalement, que nous avons ici au Musée de l'Armée, dont la fonction n'est pas toujours très avérée. On a ces fameux masques, alors on les a soclés, on les avait présentés dans une exposition où on évoquait le masque de fer. D'accord. Donc évidemment, c'était des objets faciles. Qui est un objet mythique, puisque en fait, le fameux masque de fer n'a pas existé en réalité. Le fameux prisonnier avait un masque, mais ce n'était pas un masque métallique. Il avait sans doute une fermeture pour l'empêcher de l'enlever, mais pas du métal. C'était un masque en tissu. Voilà. Mais bon, cette dénomination de masque de fer est restée quasiment légendaire. Et ces objets, évidemment, font écho à ce captif très célèbre, et toujours inconnu d'ailleurs. Mon interprétation, c'est que ce sont plutôt des masques de dérision. C'est-à-dire qu'on infligeait aux condamnés qui étaient condamnés à une peine infamante, alors qui n'était pas une exécution, qui n'était pas une peine de torture, une mutilation, mais qui était de la peine d'exposition au pilori ou en pleine rue, avec un masque ridicule sur le visage. D'accord. Voilà, qui peut prendre plusieurs formes. Donc là, ce sont des cas où on a des masques qui permettent de respirer, de voir, enfin de continuer à vivre. Mais c'est sans doute des objets qui étaient grossièrement peinturlurés, etc., quelquefois caricaturaux, que le condamné était obligé de porter donc en public pour se ridiculiser. Et il était exposé aux jets de pommes pourries, de cailloux, de crottins fumants, etc., donc en place publique. Toujours une très bonne ambiance. Voilà. On a un objet d'ailleurs qui est un peu dans le même esprit, je crois, non, celui-ci. Voilà, et alors là, pour le coup, dans la fonction, on est vraiment, alors là, pour le coup, vraiment pas du tout ambigu. On est exactement dans ces masques de dérision. Là, c'est un masque allemand du XVIIe siècle, alors, qui est grossièrement peinturluré. C'est une fabrication extrêmement fruste, hein. Ce sont des bandes de métal avec des rivets, de la peinture blanche et rouge qui a été posée dessus. On a une sorte de langue de vipère. Alors, ces masques, par exemple, étaient infligés aux femmes bavardes. Ah. Aux femmes bavardes, ou à celles qui avaient tendance à trop médire de leurs voisins. Donc, on infligeait Alors, vous aviez un système d'ouverture avec sans doute des cadenas.
Ouais. qui permettait donc d'obliger le condamné à porter le masque. Voilà. Ah oui. Donc c'est parfaitement ergonomique. Hein. Oui, ça a l'air très agréable à porter surtout. Oui, sans doute. Et alors, il y a une petite subtilité tout à fait amusante. Donc, on a ça sur le visage. Et en plus, on était sans doute exposé de nombreuses heures avec ça. Et il ne faut pas bouger. Parce que si on bouge, Ouais, ça sonne. Il y a ça des fait des grelots. grelots, ouais. Il y a des grelots, voilà. Donc là, c'est vraiment... Puis vraiment, pas besoin de bouger beaucoup pour que ça sonne pour que ça tout de sonne. suite. Voilà. quoi, Donc ouais. c'est vraiment ridicule. Et voilà, c'est ces objets charmants. Oui, ça... c'est un sens de la justice qui est plus tellement le nôtre, j'ai l'impression. Non, la justice était un spectacle, puisqu'évidemment le caractère exemplaire et si possible dissuasif de la justice, bon, qui en fait, en réalité, n'a jamais existé, devait se manifester par l'infamie qui était infligée aux malheureux condamnés. Quoi. Choix est difficile, mais je pense que on a ici une très 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 belle matraque de Alors police. là, on est En bois. dans un objet, alors c'est un bel objet, c'est un objet anglais, c'est une matraque de policeman anglais à la fin du XIXe siècle. Et à vrai dire, c'est un objet contondant, c'est un objet évidemment qui pourrait être un objet d'agression ou pour mater des rebelles, des gens rebelles à l'autorité ou des contrevenants. Bon, en fait, c'est davantage un objet d'autorité. Et c'est un petit peu l'ambiguïté de certains de ces objets. C'est-à-dire qu'on a des objets qui ont un caractère assez agressif, qui en réalité manifestent davantage la violence légitime qu'exerce celui qui exerce la justice, donc en l'occurrence le policeman. Et donc du coup, là, le décor peinturluré est évidemment... c'est un objet plus démonstratif que vraiment utilisé pour taper sur quelqu'un en réalité. Donc vous avez police, puisque c'est une matraque de policeman, avec le monogramme du roi, la grande couronne d'Angleterre, la grande couronne impériale. Donc vous avez en gros l'autorité de la monarchie britannique qui s'incarne dans un bâton en mauvais bois porté par un de ses plus humbles représentants. Voilà. En mauvais bois, ça. En mauvais bois. C'est quoi Voilà. l'essence de bois À vrai dire, d'ailleurs je ne sais pas, je pense que c'est un bois, ça doit être un bois peut-être fruitier, genre du poirier ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un bois que l'on a peint. C'est un bois assez solide. Hein. Mais l'objet est beau. L'objet est beau, il est très soigné parce que le décor peint est tout à fait joliment tourné avec des éléments dorés, etc. Alors, même genre d'idée, mais une autre idée. Une autre idée. De la matraque. La matraque. Alors La là, version chinoise. voilà, c'est la version chinoise. Alors la version chinoise qui est une version en métal. Alors à vrai dire, ces objets sont utilisés aussi dans le domaine des arts martiaux. D'accord. Puisqu'on utilise ces matraques chinoises, soit pour des exercices sportifs de combat, également on les utilise pour parer les coups. Ah oui. Pour parer les coups, donc c'est une tringle en métal, c'est lourd. Là, on est beaucoup plus dans un objet violent, contrairement à la matraque anglaise que nous venons de voir. Là, on est dans un objet qui a une véritable qualité quand même, parce qu'on peut vraiment se faire assommer. Et c'est une barre de fer, c'est une barre de fer, oui, oui. tout simplement. Alors, elle n'est pas pointue, hein, mais voilà. En tout cas, c'est lourd. Et les forces de sécurité chinoises portaient ce genre d'objet en tant que symbole de leur autorité. On n'a pas envie de rigoler quand on a quelqu'un qui a ce genre de choses. Et en gros, on a envie de filer doux, quoi. On circule. C'est ça. Voilà. Alors, ce qui est amusant, il y a des petits détails toujours très marrants. Par exemple, une sorte de gueule de dragon qui tiennent donc entre leurs dents la partie contondante de la matraque. Et en fait, les yeux sont mobiles. C'est-à-dire que les yeux sont des petites perles suspendues qui en fait bougent. Donc un peu comme les jouets d'enfants en fait. Oui. Voilà. Donc il y a un petit détail comme ça, un petit détail vivant dans l'objet qui lui donne un caractère un peu amusant, un peu familier. Alors qu'on n'a pas tellement envie de plaisanter avec cette tringle de métal qui doit faire ses 2 bons kilos. Au moins, voire même un peu plus. Ouais. Et évidemment, quand on a un peu trop plaisanté avec ce genre de choses, on arrive tout de suite sur des... Pour rester dans le même genre d'endroit dans le monde, on arrive tout de suite sur ce genre d'objet Alors là, on sympathique. est dans le domaine évidemment des exécutions capitales avec la gamme assez importante des armes à décapiter ou à décoller. Donc là, on a le couteau à décapiter chinois, popularisé par Tintin. C'est très simple. N'ayez pas peur, je vais vous couper la tête.
Voilà, donc c'est ce couteau à deux mains, assez court, avec une lame solide, avec un seul tranchant. On n'a absolument pas besoin d'avoir une pointe, hein. Ça c'est vraiment pas utile. Voilà, mais qui permet de faire sauter une tête, donc à la volée, donc en fonction des punitions qui sont infligées. Alors, ces objets ont été utilisés dans toute l'Asie du Sud-Est, de la Chine, en Indochine, etc. Et il se trouve qu'on en a pas mal dans nos collections parce que ce sont aussi des témoignages des périodes coloniales, parce que cette peine de mort administrée avec des moyens du bord, en tout cas les moyens locaux, ont été maintenus en vigueur pendant la domination française en Indochine. D'accord. C'est-à-dire qu'on continuait à décapiter au coutelas, à l'épée. On n'a pas guillotiné. Enfin, On a gardé les coutumes locales. Voilà, on a gardé l'idée, mais avec les instruments locaux. C'est important. Voilà. Très caractéristique avec cet œil, oui. donc, parce que beaucoup de ces armes, et ça on le retrouvera sur d'autres objets, sont souvent des objets qui sont liés à une administration judiciaire, et donc c'est des objets qui sont accrochés dans l'institution. Le bourreau ne les trimballe pas sur lui en permanence, elles sont souvent suspendues en tant que manifeste, en gros, voilà ce qui va vous arriver, l'avertissement. Ouais. Donc c'est souvent des armes visibles qui sont un peu présentées avec un très beau motif floral. Avec un petit motif floral, un motif de dragon, enfin voilà, des choses un peu soignées. Voilà. C'est sympathique. Et donc là, on a effectivement, tu nous as préparé toute une très belle collection d'épées à décoller. On a celle-ci qui est alors celle-là, elle est impressionnante. amusante parce qu'elle est spectaculaire, et là on sent tout de suite en la sentant évidemment la fonction. Là, on est dans le domaine du sabre indien. Le sabre indien, donc Pas si lourd, pas si lourd, qui est une énorme pièce. Alors ce qui est amusant, c'est de la comparer avec un vrai sabre indien de façon à se rendre compte des proportions. Voilà, c'est effectivement. Voilà. Et alors, pour le coup, celui-ci est très léger, c'est un poids de sabre assez classique. C'est classique. Et là, c'est la même chose, mais en très très gros. C'est la même chose, mais en très très gros, en surdimensionné. Réellement, on sent vraiment l'objet démonstratif. Alors, la garde est plaquée d'argent. Alors, ce qui est assez amusant avec cet objet très très particulier, c'est une magnifique lame en damas d'ailleurs, de très grande qualité, comme beaucoup d'armes indiennes. C'est qu'on soupçonne fort cette arme de provenir des collections royales françaises. D'accord. Et d'avoir été un cadeau, parce qu'on a une pièce de ce type-là, dont le poids a été noté dans les chroniques, une pièce de ce type-là qui a été offerte au roi de France Louis XV, je crois, par la cour de Siam, par les ambassadeurs de Siam. On a quelques témoignages de ces ambassades de siamoises en France, et notamment, ces siamois auraient offert un sabre indien de tant de livres, avec une garde ornée d'argent, qui pourrait bien correspondre à cette pièce. D'accord, à Louis XV donc. À Louis XV, donc une pièce royale en réalité, faisant partie des collections royales, mais qui je pense a été offerte au roi à titre de curiosité, mais qui à l'origine est plutôt une arme de justice, compte tenu de sa taille. Et qui a été réparé là. Alors oui, visiblement elle a été brisée et elle a subi une réparation ancienne. C'est assez intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle est pas si lourde, mais clairement équilibrée sur l'avant, on sent bien à quoi ça sert, et que c'est vraiment une version beaucoup plus grosse d'une version que le sabre indien classique, que le talvar, comme on l'appelle, le talvar indien classique. On reconnaît la même garde, la garde avec un pommeau en forme de rouelle. Ici, la branche qui protège la main, enfin voilà, c'est à peu près le même principe. Mais évidemment, pas du tout à la même échelle. Alors que dans les films, on a plutôt tendance à voir celle-ci utilisée comme étant une... Voilà, l'arme de combat, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et donc nous avons, ensuite, il nous en reste deux, et pas des moindres, parce qu'il y a celle-ci, qui est visiblement pour sortir les tartes, les plats du four. Oui, on va dire ça. Alors voilà, ça c'est aussi... Alors on voyait tout à l'heure la hache, qui est évidemment la tradition de la décapitation qui est pratiquée dans certaines monarchies, notamment en Angleterre, en Allemagne, etc. En France ou dans d'autres cités d'Allemagne, d'Autriche, on a souvent préféré l'épée. Alors toujours pour des condamnés à mort nobles. D'accord. Puisque le simple roturier est pendu. Hein. Mais est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on préférait l'épée plutôt que la hache ? Alors, je crois qu'il y avait vraiment un art de la décapitation à l'épée, c'est-à-dire que là, le condamné ne pose pas sa tête sur un billot, il reste à genoux, donc la tête en fait libre en réalité, et l'art du bourreau consiste à le décapiter à la volée.
D'accord. Donc c'est un geste évidemment spectaculaire, puisque en gros, il doit faire un mouvement dans l'espace, en réalité, pour attraper la tête à la volée et la décapiter d'un seul coup. D'accord. C'est la France, hein, à côté le spectacle qui est... C'est un aspect évidemment extrêmement spectaculaire, puisqu'on a la tête qui va littéralement voler. Et donc ces objets ont en général des inscriptions qui... Alors, on les reconnaît très bien, bon, très large lame, évidemment très aiguisée, jamais de pointe. La pointe n'a aucune utilité, évidemment, pour ce genre d'objet. Donc, ce sont ces armes qui ont évidemment un aspect de spatule, comme ça, qui les signale tout de suite. Et souvent, des lames avec des inscriptions religieuses. Là, on a la Vierge, la Vierge à l'enfant, en fait, qui est représentée. Des inscriptions dédicatoires, bon, celle-ci en latin, donc, indiquant le caractère fatal de la justice pour celui qui, évidemment, a enfreint la colère. De l'autre côté, on a le Christ en croix, on a le crucifix. Puisqu'évidemment, le condamné est condamné à être décollé, mais on lui souhaite quand même son salut. Hein. On est quand même dans des royaumes chrétiens. Donc, il s'est normalement réconcilié avant Dieu, avant de subir sa peine. D'accord. Donc, de toute façon, cet objet va lui permettre de gagner, en principe, le paradis, puisqu'il a fait pénitence et il s'est réconcilié avec la morale chrétienne, donc avant d'être exécuté. D'accord. Ouais, voilà. Donc c'est un message d'espoir. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un message d'espoir, voilà, on va dire. Mais recommandation. Recommandation, mais voilà, donc une sorte de viatique. Voilà, disons qu'il va quand même accéder au paradis un peu plus vite que ses contemporains. Oui. Ah bah oui. Voilà. Et dans des conditions qui vont permettre évidemment à chacun de ses amis, de ses compagnons, des membres de sa famille, de ses concitoyens, de pas tout à fait avoir envie de passer par les mêmes. Oui, en principe. En principe, c'est ça le clé. Alors, il nous en reste une qui a l'air d'une épée de méchant de film, hein, parce que je pense que c'est archétype d'épée de méchant de film. Alors voilà, on reste dans ces principes d'épée de décapitation. Alors celle-là, elle est intéressante. Alors vous avez des armoiries, puisque vous avez sans doute les armoiries de la cité, puisque ce sont souvent ces cités qui avaient évidemment un droit de justice et qui faisaient appliquer la justice donc au nom d'un prince, d'un évêque, d'un état, etc. Toujours des formules dédicatoires en latin. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que c'est quand même un objet très démonstratif, un peu étonnant. C'est entre la pelle à tarte et le couteau à pain, en fait. Donc, vous avez ces lames ondées, ici, qui, a priori, n'ont pas du tout d'utilité. Alors, elles sont un peu aiguisées dans les creux. Là, il y a certains creux qui sont quand même aiguisés. Et un tranchant, évidemment, très effilé pour pouvoir mettre en œuvre la sentence qui a été décidée. Et alors, ce qui est assez étrange, c'est que dans la gouttière de cette arme, vous avez des formules kabbalistiques. D'accord. Vous avez une sorte de formule. Alors, on n'est plus dans la formule chrétienne dédicatoire qui, évidemment, exprime la fin dernière et le paradis, et la réconciliation avec Dieu. Là, on a une formule kabbalistique, une formule magique, en quelque sorte, qui est associée à l'épisode de la décapitation. Et qui date de Vraiment qui date de l'arme. D'accord. C'est pas une inscription qui a été faite après ou quoi? A priori, non. Alors, c'est une formule codée. On reconnaît des symboles qui sont les symboles des astres, etc. Donc, j'avoue que c'est une inscription qui n'a pas été traduite. D'accord. Mais il y a une sorte de volonté de rassembler un certain nombre de forces magiques autour de cet acte, évidemment, inouï, cet acte étonnant et unique qui est la décapitation. On sent bien, là encore, c'est pas si lourd, mais le poids est sur l'avant. Le poids est sur l'avant. Il n'y a pas de doute sur ce à quoi ça sert, quoi. Voilà. Et évidemment, tout l'art du bourreau consiste à décapiter sa victime avec le moins de souffrance possible, c'est-à-dire d'un seul coup, du premier coup. C'était pas très facile, enfin c'était des gens exercés qui le faisaient à la volée. Et alors, une chose aussi, parce qu'on a tendance, évidemment, dans le monde de la fiction, on voit souvent de ces événements, de ces décapitations, parce que ce sont des événements spectaculaires. En réalité, quand on s'intéresse aux archives judiciaires d'un tribunal, d'une ville, en réalité, on se rend compte que le nombre d'actes meurtriers de ce type, d'actes exécutoires, était en fait très peu fréquent. D'accord. C'est-à-dire, en général, dans une ville, on exécute de façon violente 2-3 personnes par an. D'accord. Pas plus. Oui, c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Voilà. Mais c'est vrai que ces actes n'étaient pas des actes si fréquents que ça. Alors, ils avaient un caractère public, évidemment très spectaculaire, très démonstratif, mais en fait, quand on les met bout à bout, les grandes exécutions publiques, on n'en avait pas toutes les semaines, quoi, en fait.
D'accord. C'était quand même ça avait un caractère très exceptionnel. D'accord. Donc c'était des armes qui ne servaient pas. Oui, tous les 4 matins. Non, tous les 4 matins. Non. Et bien voilà, merci beaucoup Olivier pour ce petit tour des objets de justice un peu originaux par rapport à notre perception, nous, de la justice, évidemment. Et c'était passionnant. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo d'objets un peu insolites du musée de l'Armée. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé. D'ici là, évidemment, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Et puis, ne perdez pas la tête. Ladies and gentlemen.